20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h01 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre émission politique du mardi soir. Aujourd'hui, notre invité est Michel Victory, député socialiste de la 2e circonscription d'Ardèche. Bonsoir Michel Victory. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Au programme, la présidentielle 2022, 1000 politiques, responsables ou encore syndicalistes ont appelé samedi à une candidature commune à gauche en vue d'élection. On verra si cela est encore possible et à quel prix pour le Parti socialiste. Juste avant, on évoquera bien évidemment la crise du Covid-19. Le Premier ministre l'a dit, nous sommes dans une deuxième vague forte. Les mesures vont donc se multiplier dans les villes les plus touchées. Jean Castex n'a d'ailleurs pas exclu la possibilité de reconfinement localisé. Et puis Michel Victory, vous avez signé une pétition. Elle demande que la France prenne position et aide l'Arménie face à l'Azerbaïdjan dans la zone du Haut-Karabakh. Une trêve est entrée en vigueur mais n'est toujours pas respectée. On se demandera donc quel est le rôle de la France dans ce conflit. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à Michel Victory sur Facebook ou Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Michel Victory. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Michel Victory, on va revenir sur votre parcours politique dans moins de 3 minutes. Juste avant, c'est le mot du jour, un mot qui illustre une actualité de ce mardi 13 octobre. Et ce mot, c'est police. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit et a reçu cet après-midi les syndicats de police. Le week-end dernier, le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué au mortier d'artifice. 2 jours avant, 2 policiers en mission ont été blessés par balle à Herblay. Le malaise des policiers est plus que jamais présent face à la multiplication des violences à leur encontre. Ils réclament donc une réponse pénale à chaque agression, le doublement de la prime pour les nuiteux et du matériel adéquat. Michel Victory, ce sont des demandes auxquelles le gouvernement doit accéder. Ce sont des demandes pressantes, effectivement, dans une situation qui est quand même de plus en plus tendue, clairement. Donc je pense que c'est au syndicat, évidemment, de policiers de s'attaquer à cette question et d'avoir un dialogue suffisamment constructif pour arriver à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir trouver des solutions. Alors c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais une réponse pénale, oui. Une réponse pénale, oui, parce qu'on peut pas prendre un temps aussi fou pour dire stop à quelque chose. Il faut que les personnes qui se mettent dans ces situations aient la sensation que rapidement elles vont pouvoir être jugées. Et le délégué général du syndicat Alliance, Frédéric Lagache, a déclaré que plus personne ne respecte les forces de l'ordre. C'est une réalité aujourd'hui ? Ah bah c'est toujours pareil, quand on fait des grandes phrases avec des généralités, on est loin du compte. Non, c'est absolument pas une vérité. À certains endroits, dans certaines situations, on a des zones vraiment tendues, mais on ne peut pas dire que ce soit général à la France, par exemple. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas pour les généralisations, quoi. Merci Michel Victory. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 21h04, on s'intéresse maintenant à vous, Michel Victory. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, on revient sur votre parcours de l'Algérie française à l'Ardèche. Bastien Cocher refait le film de votre vie. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Michel Victory. Bonsoir. Alors Tournon-sur-Rhône, c'est la ville de votre vie, mais ce n'est pas là où vous êtes né. Vous êtes né en 1958 à Beaune, ou plutôt à Naba, maintenant que l'Algérie est indépendante. Vous naissez en pleine guerre d'Algérie. Quel souvenir vous gardez de cette période ? Ah bah c'est drôle que vous me parliez de ça, je n'avais pas pensé que vous attaqueriez comme ça. Alors, j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs construits, parce que je suis partie toute petite, je suis partie à 2 ans, mais je suis partie avec une famille, enfin, quelqu'un qui m'a tenu la main, qui était ma maman, et où je n'ai entendu parler que de l'Algérie pendant des années, quoi. Parce qu'il faut quand même réaliser que pour les personnes qui sont rentrées dans les conditions où elles sont rentrées en France à ce moment-là, qui était censé être leur pays, leur patrie d'accueil, les choses se sont très mal passées quand même. C'est quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance ? C'est quelque chose qui m'a énormément marqué, et c'est quelque chose qui me donne un sentiment d'appartenance à la terre d'Algérie très fort aussi. C'est un pays que je voudrais vraiment voir. J'aime beaucoup la langue arabe que je ne connais pas, et je suis très sensible à tout ce qui se passe dans ce pays et tout ce qui tourne autour de cette culture.
Alors, Tournon-sur-Rhône, c'est là où vous passez votre lycée. Mais comment naît votre engagement en politique? Est-ce que c'est l'élection de François Mitterrand alors que vous avez 23 ans ou alors la rencontre avec un professeur de philosophie? Voilà, donc vous avez la réponse. Non, je pense que c'est la rencontre aussi avec la misère sociale. C'est-à-dire que je venais d'un milieu assez défavorisé. J'ai vu mes parents batailler tout le temps. Et je crois que j'ai grandi très très vite avec l'idée qu'il fallait essayer de changer les choses, quoi, que la société était globalement injuste et qu'on ne pouvait pas se contenter de ça. Et c'est ce professeur qui a structuré votre idée? Voilà, que la grande colère, je vivais, je pense, avec une colère assez forte en moi, contre la société, contre les injustices, tout simplement. Et ce professeur de philosophie, qui s'appelait Louis Gaillard, qui est toujours vivant et que je vois régulièrement, m'a vraiment aidé à mettre en pensée cette révolte, finalement. Alors, Albert Camus, etc. Et cette colère, elle est toujours présente aujourd'hui? C'est ça qui motive votre combat politique? Oui, oui. Bon, je vous cacherai pas quand même qu'avec l'âge, on est peut-être... On se calme un petit peu. Mais oui, je suis quelquefois très, très en colère sur les injustices et sur le fait aussi que, malgré tous les efforts, quand on est un homme ou une femme politique, qu'on peut faire, on change tellement lentement et tellement peu de choses que ça c'est un peu désespérant. Et ça, quelquefois, ça met en colère, oui. Alors, vous êtes ensuite conseillère municipale à Tournon-sur-Rhône, on passe un petit peu de temps, mais en 2017, vous êtes propulsée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Comment on gère le passage du niveau local au niveau national comme ça? Oui, ça a été un gros tsunami parce que j'avais été donc la suppléante d'Olivier Dussopt pendant 10 ans. J'ai été engagée, j'étais militante d'un parti politique. J'ai été élue, mais j'avais été élue à la culture effectivement de 2001 à 2008. Quand j'ai reçu ce coup de fil pour me dire que voilà, j'allais être vraiment députée, les choses ont tourné très très vite dans ma tête et j'étais avec mes petits élèves de lycée professionnel et j'ai fait ma dernière émission avec France 3 qui est venue. Ma dernière émission, c'est un lapsus, mon dernier cours avec France 3 qui est venu, qui m'a filmé avec eux et je ne savais pas si, parce que ça aurait pu durer 3 mois, simplement 6 mois, voilà. Donc je ne savais pas comment les choses allaient continuer et c'était vraiment étrange. Bon, maintenant c'est relativement loin derrière, j'ai un peu oublié, mais je vais régulièrement dans mon lycée voir mes anciens élèves. Alors effectivement, il faut expliquer un petit peu la situation. Vous êtes devenue députée car vous étiez la suppléante d'Olivier Dussopt, l'actuel ministre délégué chargé des comptes publics. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État en 2017. Est-ce que vous comprenez son choix d'accepter de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron? Oui. Oui, parce que Olivier est quelqu'un qui voulait être aux responsabilités. C'est vraiment quelqu'un qui est très investi dans la politique, qui est un bosseur fou et qui voulait être aux responsabilités. Les choses ne s'étaient pas faites sous François Hollande, curieusement, alors qu'ils étaient politiquement proches. Il avait une altercation un peu difficile avec Emmanuel Macron, donc ça paraissait pas gagné du tout. Et puis, je pense que accéder pour quelqu'un qui lui aussi, d'ailleurs, vient d'un milieu social qui n'est pas du tout celui dont viennent la plupart des hommes et des femmes politiques, je pense que ça a été pour lui l'occasion vraiment de s'investir complètement et de montrer ce qu'il était capable de faire, quoi. Et vous comprenez encore son engagement aujourd'hui? Ou vous pensez qu'il aurait dû prendre un petit peu de distance avec le gouvernement? Moi, je ne donne de leçons à personne. Franchement, en plus j'ai une relation d'amitié avec Olivier depuis 10 ans, donc politiquement, évidemment, il y a des choix que je conteste et qui ne sont pas les miens, mais je me refuse à commenter ses propres choix. J'ai passé d'ailleurs beaucoup de temps les premiers mois, quand on s'adressait à moi, à dire écoutez, voilà, moi c'est Michel Victory, Olivier Dussopt est là, si vous avez des choses à lui dire, c'est à lui qu'il faut demander, quoi. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, professionnellement, vous avez été professeur d'anglais en lycée professionnel. Absolument, ouais. Ça vous a aidé, ce contact avec la jeunesse, à être une meilleure femme politique? Je sais pas ça. Ça m'a aidé à connaître un certain nombre de choses, oui, puisque je suis à la commission culture et éducation, on parle quand même de ces sujets-là souvent, donc je pense que ça m'a aidé. Après, c'est quand même 2 mondes vraiment différents. C'est vraiment 2 mondes différents. Je suis pas sûre que l'un m'ait franchement donné des armes, quoi. Alors, à la mairie de Tournon-sur-Rhône, vous avez longtemps été adjointe à la culture, comme vous l'avez dit, et vous êtes passionnée notamment de tout ce qui est culturel, et notamment de chant. Vous participez même à une chorale. C'est important dans la politique de savoir donner de la voix aussi. Ça vous a aidé aussi, ça, de pouvoir un petit peu vous exprimer librement? Ce qui m'a aidé, c'est comment vous dire, c'est qu'il faut face à l'empreinte énorme qui est la politique dans une vie, il faut avoir des choses qui viennent du fond de soi et qui nous permettent de survivre, quoi, parce que sinon ça serait infernal. Et pour moi, chanter, c'est mettre des voix ensemble. C'est pas tellement donner de la voix que mettre des voix ensemble. C'est la polyphonie qui m'intéresse. Et je voudrais bien que la politique soit une question davantage de polyphonie que
hauteur de voix. Merci Michèle Victory. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Ce matin, le gouvernement a tenu un nouveau conseil de défense sanitaire. Le but, savoir comment répondre et faire face à la deuxième vague de Covid-19. Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures demain soir à 20h. On voit ça dans quelques minutes. Tout de suite, c'est Smile de Lily Allen sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h14 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Michèle Victory, députée socialiste de l'Ardèche. Demain soir, le président de la République, Emmanuel Macron, doit s'exprimer pour peut-être annoncer de nouvelles mesures face au coronavirus. En attendant, l'inquiétude a laissé place à la colère pour de nombreux Français. On fait le point sur les restrictions en vigueur avec Bastien Cochet. Vous attendez quoi de l'allocution du président de la République, Michèle Victory? Oh là là, rien. Question difficile? Rien du tout? Non, en fait, j'attends pas grand-chose du président. Il n'y a plus rien à attendre du gouvernement sur le sujet? Si, il y aurait des choses à attendre, mais les choses à attendre, ça fait quand même maintenant 6 mois qu'on en parle. C'est une attention beaucoup plus grande à l'hôpital. C'est un discours beaucoup plus clair sur les mesures aussi, parce que là, on est quand même dans des tergiversations et des mesures qui sont prises, qui ne sont pas comprises parce qu'elles elles ne sont pas adaptées à certains secteurs. C'est une clarté, oui, dans le discours qui n'est pas forcément là, mais c'est surtout mettre des moyens, c'est mettre des moyens à l'hôpital, quoi, quand même. On en est vraiment là. Alors justement, l'hôpital, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, il passe un petit peu au second plan. On en parle avec l'arrivée de la seconde vague, mais il y a aussi tout le domaine économique. Sur ce plan-là, qu'est-ce que vous attendez? On parle des restaurants, des bars. Vous voulez des mesures fermes, plutôt les fermer, plutôt les laisser ouverts? Ça, c'est vraiment un sujet qui est difficile parce que selon l'endroit où on se trouve, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. Je pense qu'il faut évidemment, je suis d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'il faut éviter un second reconfinement. On est tous d'accord que notre économie n'y survivrait pas. Donc ça, au niveau demande... national, mais est-ce qu'au niveau local, ça peut s'imaginer, vous y seriez favorable? Oui, je pense. Mais d'ailleurs, il faut quand même dire que les préfets jusqu'à présent avaient la main sur les mesures et qu'ils ont, selon les départements, les mesures n'étaient pas les mêmes. Je crois qu'on a fait attention à ça et d'ailleurs on a été en discussion chaque semaine avec nos préfets pour essayer, nous par exemple en Ardèche, sur le tourisme et les campings, on a vraiment une discussion qui a fini par aboutir avec la préfète pour lui dire qu'on ne pouvait pas fermer tous les campings en juillet ou que c'était pas possible, qu'il fallait prendre des mesures. Finalement, donner autant de pouvoir de décision au préfet, est-ce que c'était pas une façon de se dédouaner un petit peu de la part du gouvernement? On peut le voir, oui, on peut dire ça, mais je pense que là, c'est plutôt une mesure intelligente quand même. Je trouve que c'est plutôt une mesure intelligente, c'est de dire on ne peut pas de Paris décider pour la France entière quand même. Et d'ailleurs, ça leur a été reproché sur la gestion des masques, par exemple. Donc je pense que franchement, après ce qu'on a regretté, c'est que les parlementaires ne soient pas davantage associés. Ils l'ont été par les préfets, ils ne l'ont pas été tellement par le gouvernement, alors que les présidents de groupe avaient demandé à être reçus et qu'ils ne l'ont pas vraiment été. Donc là, il y a un souci. Nous sommes dans une deuxième vague forte, ce sont les mots de Jean Castex hier. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Et pour vous, est-ce qu'on en fait peut-être pas un petit peu trop au niveau de la communication? Finalement, est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur autant que ça d'une deuxième vague? Le trop, pas assez, c'est pas simple. Moi, je pense que sur le point de la communication, il y a le problème d'une part de la communication des médias, de certains médias, qui n'ont passé 6 mois qu'à nous parler de ça, et effectivement ça finit par être anxiogène et c'est pas la bonne idée, mais qu'il y ait une communication régulière sur cette question et que les chiffres soient clairement annoncés, c'est vraiment important parce que il faut quand même voir que dans certains endroits, dans certains territoires, il y a des mesures qui ne sont pas suivies du tout et qu'on a encore l'impression que certaines personnes n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Alors bien sûr, on peut être malade 8 jours et s'en sortir très bien, heureusement, tout le monde ne meurt pas du Covid. Justement, vous avez été l'une des premières députées à être touchée par le coronavirus. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et surtout, est-ce que ça a changé votre vision de la crise sanitaire? Est-ce qu'au début, comme beaucoup de responsables politiques, vous disiez ce n'est pas si grave, et après cela, vous avez changé d'avis? Clairement. Bon, effectivement, je l'ai eu très très vite. Donc j'ai tout de suite pensé que les choses arrivaient vite. Mais c'est vrai que le discours du début qui était c'est une petite grippe, à la réalité des choses, où il m'a fallu 6 mois pour me remettre et où j'ai reçu
énormément de messages de personnes qui avaient la même chose que moi, qui avaient entendu mon témoignage sur une radio et qui me disaient, nous, c'est exactement pareil, voilà, on a toujours des symptômes, etc. Et là, il y a eu un grand vide. C'est-à-dire que toute la gestion des premiers mois, les personnes n'ont pas été suivies. Moi, j'ai été repérée parce que j'ai été au Parlement, mais très franchement, une fois sortie de l'hôpital, on ne peut pas dire qu'il y a un suivi. Il n'y a pas de fichier vraiment. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent angoissées complètement parce qu'elles savent qu'elles sont malades, mais elles ne savent pas si elles vont être traitées et jusqu'où ça va aller cette histoire. Donc là il y a eu vraiment pas une très bonne gestion, quoi. Tout à l'heure, vous parliez des chiffres communiqués par Santé publique France régulièrement. Oui. Alors on va faire un petit point sur ces chiffres, Michel Victory. Il y a plus de 16 000 cas par jour en ce moment. C'est 4 fois plus qu'au plus fort pendant le confinement. Par contre, seulement 1500 personnes en réanimation contre 7000 lors de du plus fort pic et une centaine de morts par jour. On est bien en dessous des chiffres pendant le confinement. Alors finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de maîtriser l'épidémie et on est en train de la gérer bien mieux qu'au début? On dépiste davantage, ça c'est sûr, on dépiste énormément, donc forcément on a des chiffres élevés. 4 fois plus aujourd'hui que lors du confinement. Moi j'entends les médecins qui s'expriment quelquefois et qui disent quand même que forcément il va y avoir un plateau et quand on sera à ce plateau ça va redescendre, mais quand? Et ça on ne le sait pas, et le problème c'est la gestion des lits d'hôpitaux. Parce que pendant que les lits d'hôpitaux sont occupés par des malades du Covid, on ne peut soigner peu d'autres malades. Alors, sont prioritaires les personnes, les services de cancérologie, de diabétologie, mais terminés. Alors, la faute à qui aujourd'hui? Est-ce que c'est les mesures pas assez fortes du gouvernement ou alors c'est les Français qui sont trop indisciplinés? Je pense que c'est la faute effectivement à 30 ans de politiques qui n'ont pas suivi suffisamment la progression de la demande et qui ont suivi des réformes de l'hôpital qui n'étaient pas intéressantes et qui ne fonctionnaient pas. La réforme de la tarification à l'acte, ça n'a pas produit l'effet escompté du tout, et à l'inverse. Et on est aussi à un moment où les soignants, finalement, sont dépossédés de leur cœur de métier, qui est d'être aux soins, qui est être près des personnes, parce qu'ils sont avec des tâches administratives à faire à tout bout de champ. Bon, là, maintenant... Donc, plus de moyens pour l'hôpital, on vous a entendu. Mais il faut refondre, il faut revoir ces métiers, il faut revoir le fonctionnement de l'hôpital. Enfin, tout est à revoir, là. Mais très rapidement, là, on a la campagne de vaccination qui a commencé, vaccination pour la grippe saisonnière. Est-ce que vous pensez qu'il faut, encore plus que inciter les gens à se vacciner, il faudrait obliger certaines populations à risque à se faire vacciner pour éviter d'engorger les hôpitaux qui sont déjà dans la difficulté avec le coronavirus? Obligé en France, ça marche pas, quoi. Et puis je pense pas, non. Je pense qu'il faut arriver à faire que les gens d'eux-mêmes le fassent, quoi. C'est une preuve d'échec total, quoi. Dire qu'on va obliger les personnes, c'est une preuve d'échec, ça. Je pense que ça marche pas. Merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. N'hésitez pas à poser vos questions à Michel Victory. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez utiliser le hashtag FréquenceESJ sur notre page Facebook ou sur Twitter et on récupère toutes vos questions. Les députés ont commencé hier à examiner le projet de loi Finances 2021. Ce projet de relance économique prévoit notamment des baisses d'impôts pour les entreprises. Jean Castex affirme aussi que le gouvernement va mettre le paquet sur les jeunes. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Michel Victory, bonsoir. Est-ce que ce plan de relance va vraiment permettre de sauver la jeunesse ? De sauver la jeunesse, je ne pense pas. Enfin, nous ne pensons pas. Au groupe, d'ailleurs, on est, vous le dites, on est juste au début du processus sur le PLF, mais on a fait d'autres propositions, bien sûr. On attend 60 000 jeunes supplémentaires qui vont rentrer à l'université. Alors, on parle de l'université. Effectivement, là, il y a de gros soucis. Pour des choses simples, hein, pour se loger, pour se nourrir et pour suivre des cours, on est d'accord, mais on a toute une jeunesse qui n'est pas à l'université, qui n'a pas accès à son premier emploi et qui va être vraiment en grande difficulté. Oui. Mettre le paquet sur les jeunes, c'est Jean Castex qui le dit, aussi pour les jeunes travailleurs. Est-ce que c'est vraiment la priorité, les jeunes travailleurs en France ? On peut pas dire que...
toutes les personnes fragiles sont prioritaires. Après, c'est quand même évident qu'un pays qui croit en sa jeunesse doit lui donner sa chance. Et il me semble quand même que si on ne fait pas ça, on passe à côté. Après, évidemment qu'il faut aider toutes les personnes fragiles. Parce que les jeunes travailleurs en France, donc ceux entre 15 et 24 ans, ils sont un peu moins de 3 millions. Cependant, la majorité des travailleurs, ça reste ceux entre 25 et 49 ans. Ils sont 18 millions en France. Est-ce qu'on ne devrait pas axer les mesures sur ces travailleurs-là ? Ah non, parce que vous avez énormément de jeunes qui sont dans des situations familiales difficiles, qui sont en dessous, qui ont 18 ans ou moins de 18 ans et qui ont le plus grand mal à trouver leur voie quand même. Et dans cette période-là où il va y avoir beaucoup moins de propositions d'embauche et de vision aussi, et de vision sur leur futur, je pense qu'il faut absolument aider tout le monde. Et d'ailleurs, nous, on propose une sorte de RSA, on pourrait l'appeler autrement, mais une somme d'argent qui permette une prise en charge des jeunes de 18 à 25 ans, justement. Parce que là, on est quand même sur des situations où les personnes qui arrivent de milieux favorisés sont aidées, évidemment, donc par leur famille. Vous dites que vous êtes pour que l'on donne une certaine somme, une aide sociale oui. aux jeunes en France, tous les jeunes. Absolument. Pour une allocation, alors Boris Vallaud, qui est dans notre groupe, a beaucoup travaillé là-dessus. C'est loin d'être calé, parce que la discussion est de savoir si on donne à tout le monde sans s'occuper des revenus, etc. Mais il y a des pays où on fait comme ça, où on considère qu'à partir de 18 ans, elle serait de combien cette aide sociale ? On n'a pas. Alors ça. On a parlé de 400 €, mais ça pourrait, si c'est une allocation, ça pourrait être 400 €, 500 €. Si après c'est une aide qui est spécifique pour un premier emploi, ou pour un départ dans la vie, on pourrait imaginer une somme beaucoup plus importante et qui soit un départ dans la vie de l'ordre de 8 000 € qui permettent, ou 10 000 € qui permettent à chacun de pouvoir... Le même montant pour tous les jeunes de France, ou est-ce qu'il différerait selon les conditions sociales ? Là, on est partagé pour l'instant. Voilà. Donc, on est partagé sur cette question. C'est une proposition de loi que vous allez soumettre à l'Assemblée nationale ? On va au moins proposer d'élargir le RSA à 18 ans d'une part, et de l'augmenter aussi en termes de montant, de toute façon. C'est pour quand cette proposition de loi ? C'est pas une proposition de loi, c'est une proposition dans le PLF, dans le plan de finances. Un amendement donc ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part du gouvernement pour ce plan de relance, Michel Victory ? La difficulté de ce plan de relance, pendant l'été, je trouve que les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider les entreprises étaient vraiment bienvenues. Elles ont fonctionné, et on l'a vraiment vu sur les territoires, des tas de petites entreprises, d'artisans qui, avec les 1 500 € s'en sont sortis. Il y a vraiment eu un gros soutien. Vous faites confiance au gouvernement pour gérer la relance ? J'ai fait confiance au gouvernement pour gérer la crise et l'urgence. Sur la relance, on est beaucoup moins content parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites en faveur des entreprises, et il faut aider les entreprises à ne pas licencier, d'accord, mais c'est quand même fait sans contrepartie, et il manque, à notre avis, toute la partie qui concerne les familles et la demande. Justement, sur les entreprises, certaines entreprises bénéficient d'aide de l'État, mais licencient quand même des employés à cause de la crise sanitaire. Notamment, on a l'exemple de l'usine Bridgestone. Est-ce qu'il faut les en empêcher, Michel Victory, et comment on peut faire ça ? Il faut poser des fonctionnements, et il faut qu'il y ait une conditionnalité des aides. Ça a toujours été dit, et on en est encore loin finalement, parce que là, ce que Jean Castex propose, c'est encore une fois d'aider les entreprises en diminuant les impôts de production. On sait très bien que ça bénéficie aux grosses entreprises et pas du tout aux TPE, par exemple. Donc il faut quand même bien à un moment être raisonnable. On voit très bien que l'argent qui est investi par l'État sur ces grosses entreprises, généralement, il n'est pas récupéré, et qu'à la fin, il y a des plans sociaux. Plans sociaux, c'est un mot qui est détestable. Il y a des plans de licenciement. Donc une entreprise qui bénéficie d'une aide de l'État et qui ensuite il faut qu'elle s'engage. Il faut une sanction de la part du gouvernement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arriver là. Il faudrait qu'il y ait un accord signé, qu'il y ait un engagement de cette entreprise, aussi bien d'ailleurs sur le chômage que sur l'écologie, par exemple aussi. Parce que là, si on repart en laissant faire un peu tout le monde... un peu n'importe quoi, parce qu'il faut produire, il faut du chiffre d'affaires, il me semble qu'on ne va pas être dans les clous non plus du développement durable, quoi. Donc il faut quand même on peut pas tout libéraliser encore plus d'un coup, quoi. Or là, on est quand même plutôt dans cette idée. On parle d'entreprises qui sont quand même privées. Comment est-ce qu'on fait pour les obliger à se soumettre aux règles de l'État ? Est-ce qu'on a moyen de faire ça ? Si on les aide, à partir du moment où on les aide, oui.
Si elle ne demande rien, personne n'en est tranquille, mais c'est pas comme ça, puisqu'il y a des demandes qui sont faites tout le temps, hein, donc forcément. Après, moi, je suis pas une économiste, hein, vous le sentez peut-être, c'est pas ma spécialité du tout, mais enfin, on s'aperçoit bien quand même qu'on est sur un chemin qui ne fonctionne pas. Il faut une contrepartie des entreprises. Bien sûr, on peut pas faire comprendre que les dividendes qui sont distribués explosent complètement sur des grandes entreprises et qu'au bout de la chaîne, il y a des gens qui soient mis dehors de leur entreprise. C'est pas sérieux. Merci Michel Victory. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 1000 personnalités politiques demandent une union totale de la gauche pour la présidentielle de 2022. Le Parti socialiste ne séduit plus seul, alors bonne ou mauvaise proposition? On se pose la question dans moins de 3 minutes. Juste avant, c'est Share That Love de Lucas Graham et G-Eazy sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h, en direct, sur Fréquence ESJ. 20h31 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Michel Victory, député socialiste d'Ardèche, est avec nous jusqu'à 21h dans 20h l'invité. Et un appel des 1000 a été lancé samedi. 1000 responsables et militants politiques, intellectuels et syndicalistes demandent une candidature commune de la gauche pour la présidentielle de 2022. L'ancien président de la République, François Hollande, préconise de bâtir un programme commun, Axel Rebaud. Michel Victory, un nouveau Front populaire pour 2022, vous le souhaitez ? Je souhaite une union des forces de gauche, bien sûr, depuis longtemps. Je suis un peu sceptique, pour vous le dire très franchement, sur l'idée de la tribune et sur l'idée de faire des appels qui sont des tribunes et qui sont relayés, parce que bon, ça c'est quand même la face qui n'est pas cachée de l'iceberg, et le vrai travail, il est dessous. Et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, vous le savez probablement, travaille depuis qu'il est d'ailleurs premier secrétaire, à créer, à tisser des véritables liens pour arriver à cette union. Alors, ça a plutôt bien fonctionné sur les élections municipales, mais qui sont des élections un petit peu différentes. Justement, puisque là on parle de l'élection présidentielle, oui. Est-ce que c'est pas un peu utopiste d'imaginer une union avec le PS, le PCF, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts? Il y a quand même beaucoup de points de mésentente entre les deux. Ça l'est, mais sans utopie, on ne fait pas de politique. Ça, c'est clair. Enfin, à mon avis. Hein. Après, ça l'est, mais ça doit être l'objectif à atteindre. Évidemment, il y a certains partenaires avec qui ça sera plus facile qu'avec d'autres. Je ne vous cache pas que j'imagine mal la France Insoumise se décider à venir travailler avec nous. Aujourd'hui. Clémentine Autain, députée LFI, justement, est dans les 1000 signataires de la tribune. Mais justement, avec la France Insoumise ou même le PCF, qui ont des points de vue, par exemple, notamment sur l'Union Européenne, qui sont contre l'Union Européenne et qui désirent un départ de la France de l'Union. Le PS, ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on fait sur ce point? Je pense qu'on l'a déjà fait. Hein. Je pense que quand... c'est vieux maintenant et la situation était peut-être différente, mais quand François Mitterrand est arrivé où il est arrivé, c'est quand même bien aussi pour avoir... parce qu'il a pu mettre tout le monde autour de son projet. Je pense que le projet est un socle et qu'un projet peut évoluer aussi avec le temps. François Mitterrand, c'était quand même il y a plusieurs décennies. Oui. Le dernier mandat présidentiel, c'était justement le PS. Il a beaucoup changé en quelques années. Est-ce que les choses, elles n'ont pas trop changé justement pour obtenir une telle union? Non, parce que je pense que l'intelligence humaine, elle est toujours la même et qu'on a quand même compris que si on voulait éviter une future catastrophe, ou du moins éviter, si on n'est pas content de la situation politique actuelle et de ce gouvernement et de la présidence d'Emmanuel Macron, et si on se dit soit, les dés sont jetés, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron à la prochaine, soit on se dit, on peut essayer de faire quelque chose d'autre. Alors après, je ne vous dirai pas qu'on est sûr d'arriver à atteindre cet objectif, mais il le faut absolument. D'autant qu'il y a quand même un certain nombre d'idées fortes qui pourraient faire un socle d'un programme et sur lesquelles on est d'accord. Après, c'est pas franchement, hein, c'est pas tellement les idées qui nous gênent. C'est souvent une question d'hommes et d'ego, d'hommes et de femmes et de personnalité et de comptes à régler. Vous dites, Michel Victory, qu'il faut éviter la catastrophe. Avec 6% aux dernières présidentielles, est-ce que ça veut pas dire que la catastrophe, elle a déjà eu lieu et maintenant il faut sauver les pots cassés? Non, parce que le Parti socialiste va très mal, on est tous d'accord. Mais si c'était juste pour sauver les pots cassés, je crois qu'il n'y aurait pas besoin que Olivier Faure se démène comme ça. Donc ça veut dire aujourd'hui que le Parti socialiste, seul, il est incapable de gagner une telle élection? Évidemment.
Évidemment, mais le Parti socialiste est composé d'hommes et de femmes de gauche qui ont envie que les choses avancent, bougent et qui sont prêts à avancer eux aussi dans leur réflexion et dans leur façon de voir les choses pour arriver à cette union qui est absolument essentielle et primordiale. Hein. Je pense que ça se fera. Dans la tribune, il y a notamment un argument qui est avancé pour dire que cette union est possible, c'est que vous êtes tous contre le présidentialisme. Ça veut dire donc contre le fait d'avoir un seul homme ou une seule femme aux commandes. Pourtant, pour être élu, il faut quand même un seul candidat. Ça serait qui? Est-ce qu'il y a un homme, une femme aujourd'hui déjà qui se démarque? Non, pas à mon avis. Pourtant, il faudra en choisir un. Il faudra bien, mais encore une fois, il faut inverser les choses. Il faut commencer par ce programme et que sur cette base commune, des personnalités aient envie de s'investir. Mais on ne peut pas faire l'inverse. On l'a déjà fait ça, et ça ne fonctionne pas non plus. Non, je pense que c'est vraiment l'inverse. Il faut, par un programme, donner envie à des personnes qui sont peut-être déjà là en train d'y réfléchir, de venir vraiment se mobiliser sur ce programme. Moi, personnellement, au fond de moi, j'ai bien comme ça quelques idées. Mais personnellement, aujourd'hui, qui vous voyez? Elles sont pas intéressantes. Mais qui vous voyez, vous, personnellement, Michèle Victory? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Moi, il y a une ou deux personnes que je trouve remarquables. C'est-à-dire lesquelles? Je trouve que Christiane Taubira est une femme remarquable, par exemple. Vous verriez Christiane Taubira mais en je ne peux 2022? pas vous le dire après, voilà. Je ne peux pas vous dire si je la vois là aujourd'hui, si je la vois la candidate de 2022. Et vous, personnellement, c'est une possibilité qui vous séduit? C'est une personnalité qui me séduit. C'est une personnalité et, qui me paraît être à la hauteur de cette tâche absolument énorme. Mais voilà, franchement, je ne vous en dirai pas plus là. Merci Michèle Victory. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h37 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Si vous êtes arrivé en cours de route et que vous souhaitez réécouter l'émission, c'est possible. Vous pourrez retrouver tous les 20h l'invité en vidéo sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ et en audio sur toutes les plateformes de podcast comme Deezer ou Radioline. C'est une actualité qui a pris de l'ampleur ces derniers jours, les combats qui opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Nagorno-Karabakh, ce petit territoire montagneux majoritairement peuplé d'Arméniens, mais situé sur le territoire azerbaïdjanais, a déclaré son indépendance il y a 30 ans. Depuis, il reste un territoire disputé. Théo Grévin, vous revenez sur cette situation très préoccupante. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Michèle Victory. Bonsoir. Vous avez, avec 176 élus, appelé la France à sortir de sa position de neutralité face à la situation dans le Haut-Karabakh. Est-ce que vous souhaitez une intervention militaire dans la région? Non. Pour quelle raison? Non, parce que... Alors, je ne suis vraiment pas une spécialiste des questions internationales. Hein. J'ai effectivement signé cette tribune parce que je crois qu'on est nombreux à penser que l'attaque qui s'est produite était absolument injuste et dangereuse et qu'il fallait tout faire pour arriver à une situation de paix. Bon, on en est loin hein, puisque les accords de cessez-le-feu n'ont pas fonctionné. Il faut que la France ait une voix forte comme elle l'a souvent quand même. C'est-à-dire une voix sur la négociation. On ne peut pas laisser cette négociation se faire uniquement entre la Turquie et la Russie. Voilà, c'était un peu l'idée de cet appel, c'est de dire notre diplomatie est quand même une diplomatie vivante qui est capable d'être force de proposition, donc il faut là qu'elle soit entendue. Voilà, c'était ça plutôt. Et l'objectif clair de cette signature justement? Encore une fois, l'objectif clair, on est dans une situation rocambolesque d'une certaine manière, puisque ce territoire qui a été annexé n'est pas reconnu par la communauté internationale comme appartenant à l'Arménie, comme faisant partie maintenant de l'Arménie, même si... Pour quelle raison justement il n'est pas reconnu? Ça fait depuis depuis les années 90 qu'il a proclamé son indépendance. Pourquoi tant d'années il n'est pas reconnu? Il faut croire que la situation n'était pas claire au départ et que la façon dont les choses se sont faites n'ont pas paru à la communauté internationale suffisamment claire pour dégager une piste. Encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste hein, de ces questions-là, mais on voit quand même très bien que c'est une guerre qui se fait un peu par pays interposés. Enfin, on sent quand même ces deux grosses pressions de la Turquie qui en ce moment est très très véhémente, de la Russie qui est d'ailleurs plutôt sur une position encore de retrait, enfin ce qui est plutôt encourageant d'une certaine façon, mais on ne peut pas accepter que des territoires comme ça soient des enjeux d'autres grandes puissances, et on sent qu'on en est là quand même, puisque le Premier ministre arménien a l'air de vouloir... a beaucoup prêché pour une position qui allait vers plutôt la paix qu'autre chose. Justement, vous expliquez dans cet appel que l'armée azerbaïdjanaise a attaqué le Haut-Karabakh.
mais aussi l'Arménie. C'est un motif pour prendre clairement position, le fait qu'ils attaquent l'Arménie? C'est délicat parce qu'on peut dire oui parce que c'est une attaque, mais il est clair que le passé de l'Arménie et de la relation de la France avec le peuple arménien, de la communauté arménienne en France, qui est aimante par rapport à la France et qui est aimée de la France, fait qu'on a peut-être une position qui n'est pas tout à fait objective. Je le reconnais parce que que l'Arménie a aussi effectué des frappes en Azerbaïdjan dans des populations civiles. Il y a eu beaucoup de morts dans des villes, à Ganja notamment. Donc prendre position alors que l'Arménie effectue des frappes aussi? Oui, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité, pour vous le dire franchement. J'ai reçu des courriers aussi de la communauté de l'Azerbaïdjan. J'ai beaucoup hésité. Je crois qu'on est là sur quelque chose qui parle à une histoire qu'on a en tête depuis longtemps, et on a un peu l'impression que les balles tombent un peu toujours au même endroit, quoi. Et encore l'Arménie. Je vous dirais pas que je suis d'une objectivité totale sur cette question-là, et je m'en mêlerai pas plus que ça. Enfin, j'ai signé cette tribune, mais avec l'idée vraiment qu'il fallait que la France aide à trouver une sortie diplomatique, tout simplement, quoi. Alors justement, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a refusé de prendre parti, justement car il faut selon lui que la France soit impartiale au vu de son statut de médiateur à l'OSCE, qui est le groupe de médiateurs. Est-ce que c'est une excuse valable pour ne pas prendre position? Alors j'ai dépassé aux questions au gouvernement, donc il a répondu ça probablement. Aujourd'hui, c'est une excuse valable, c'est une excuse diplomatique, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire ça, et on peut aussi imaginer que les choses ne se passent pas exactement comme ça. Ça c'est le discours pour rassurer tout le monde. Je serais surprise que la France soit aussi impartiale que ça. Après, encore une fois, si c'est pour arriver à déboucher sur une situation de paix, tant mieux si ça peut fonctionner comme ça. Mais je trouve que c'est un discours un peu facile, quoi. Donc le groupe de Minsk de l'OSCE est depuis le milieu des années 90 le principal médiateur dans ce conflit. Il y a la France, la Russie, les États-Unis. Est-ce que c'est un échec pour l'Union européenne, justement, ce groupe? Malheureusement, un petit peu, oui. On se rend compte sur plein d'autres sujets, hein, mais sur les sujets de défense et les sujets militaires, on se rend vraiment compte que l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix, que l'Europe n'est pas une force de proposition et que l'Europe n'est pas d'accord. Mais pour quelle raison? Ça fait quand même, depuis les années 90, donc 30 ans que des gens travaillent sur ces dossiers. Il n'y a aucune solution, aucune anticipation de ce conflit qui arrive aujourd'hui. Pour quelle raison un groupe de travail n'arrive pas en 30 ans à résoudre ces problèmes-là? J'ai pas la réponse à votre question. J'ai pas la réponse à votre question parce que la nature humaine est trop compliquée, parce que les choses changent aussi entre les réalités géopolitiques telles qu'elles étaient quand l'URSS était l'URSS encore, et ce qui s'est passé après. Il y a quand même cet effondrement, enfin ce grand changement quand l'URSS n'est plus l'URSS et que tous ces pays demandent leur indépendance et veulent vivre autrement, et qu'on s'aperçoit que les populations sont finalement à des endroits qui ne correspondent pas vraiment à l'endroit où elles voudraient être ou pourraient être. Donc on a été face à un puzzle là, on est face à un puzzle comme dans les Balkans qui est quand même sacrément compliqué. Et donc chaque fois, j'imagine que les nécessités, que les intérêts économiques, politiques font que les choses n'avancent pas, et puis la bonne volonté, parce que si on en est là, c'est aussi parce qu'encore une fois, on sent bien que derrière des puissances ont intérêt à ce que ça bouge. Notamment malheureusement. La Turquie, l'Azerbaïdjan a le soutien de la Turquie, des soldats turcs seraient même en train de combattre dans les rangs azerbaïdjanais. Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France et d'autres pays ne se prononcent pas? Je pense que Le Drian, quand il dit ça, évidemment, sait très bien que mettre un tout petit bout d'un doigt dans cette histoire, c'est tellement dangereux, quoi. C'est tellement dangereux. Et que l'idée maintenant, c'est de tout faire pour que ce conflit ne s'étale pas sur l'ensemble de cette partie du monde. On peut se permettre de rentrer en conflit avec la Turquie directement, en intervenant au Haut-Karabakh. Écoutez, alors je suis pas ministre des armées, mais je pense que non, franchement. Je pense que ça serait pas raisonnable non plus, hein. Merci Michel Victory. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG.
Autre grand sujet d'actualité, l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour une IVG. Allongement voté en première lecture par les députés mais qui fait débat, tout comme la loi bioéthique. Et puis on évoquera également le retour de la dernière otage française, Sophie Petronin. On voit ça dans quelques instants, juste avant sur Fréquence ESJ. C'est Hard on Yourself de Charlie Puth et Black Bear. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h49 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours en direct avec vous, Michel Victory, député du Parti Socialiste. Et on aborde désormais plusieurs sujets d'actualité qui ont marqué cette semaine. Pour commencer, le projet de loi bioéthique, adopté à l'Assemblée nationale, il ne sera examiné par le Sénat qu'au premier semestre 2021. Des rassemblements anti-PMA, donc la procréation médicalement assistée, ont eu lieu ce week-end partout en France, Théo Grévin. Michel Victory, cette loi est passée à l'Assemblée nationale. Vous aviez voté pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes ? Oui, j'avais voté pour. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Comme ça, la première réaction, c'est oui, bien sûr. C'est oui, bien sûr, quoi. Quand on lit tout ce qui a été écrit, quand on réfléchit vraiment à ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre façon d'envisager l'homme, on se rend compte qu'il y a des milliers de questions, quoi, qui pourraient être posées. Donc, il y a 10 ans, vous auriez été contre ? Ah non, non, j'aurais été non, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est qu'avec le temps qui passe, peut-être que je me pose plus de questions que je m'en serais posé à cette époque. Je vous dis ça parce que 6 Français sur 10 se disent justement favorables maintenant, oui, contre seulement 24% dans les années 90. Oui. Donc on peut voir que les mentalités ont changé. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oui. Enfin, je pense que quand j'étais plus jeune, je me posais même pas d'ailleurs cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que les mentalités changent. Et la grande difficulté, je crois, c'est qu'on parle de la PMA, mais que les opposants à la PMA ont dans l'idée la GPA. Et que finalement, pendant les débats, on l'a vu, on parlait de la PMA, mais en fait, on parlait aussi déjà de la GPA, qui est là une transformation quand même assez dingue. Qui arrivera peut-être un petit peu plus tard. Qui n'est pas censé arriver. Vous êtes pour la GPA ? Non. Pas aujourd'hui, non, ça me paraît... La GPA qui est simplement la gestation pour autrui. Oui, parce que j'ai trop peur de ce que dans un système très libéral comme il l'est aux États-Unis, mais comme il pourrait l'être aussi chez nous, j'ai vraiment trop peur de dérives, quoi. Donc des dérives, il ne peut pas y en avoir avec la PMA ? Elles sont moins... Si, il peut y en avoir, mais enfin, elles ne sont pas... elles ne mettent pas en cause les mêmes ressorts, quoi. Et puis, permettre à des couples... de femmes d'avoir un enfant, ça me paraît l'histoire du papa et de la maman, ça veut pas dire que ça pose pas un certain nombre de questions sur la place du père, sur la maternité. Est-ce que ça peut être un problème pour l'enfant ? C'est un des arguments des personnes qui manifestaient ce week-end. Je trouve que ça, c'est pas le bon argument, parce que tous les enfants qui sont dans ces situations disent que pour eux, ça n'a rien changé à leur vie, quoi. Donc ça, je pense que c'est pas le bon argument. Je pense que c'est vraiment plutôt un argument beaucoup plus profond de morale, au sens de comment est-ce qu'on voit la place de l'homme dans l'univers et de la relation entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est plutôt ça, finalement. Alors, Michel Victory, autre sujet dans l'actualité ce week-end, l'ex-otage française Sophie Petronin, détenue depuis 4 ans au Mali, a été libérée. Est-ce que vous vous réjouissez de cette libération ? Oui. Oui, enfin, je vois pas comment on pourrait, en tant que citoyen français, ne pas être content que quelqu'un qui ait vécu ce que cette personne a vécu, avec d'autres d'ailleurs, mais rentre. Ça me paraît... C'est forcément une bonne nouvelle en soi. Après, dans ces questions-là, puisque c'est pas la première fois, évidemment, malheureusement que ces choses arrivent, il y a tellement de questions qui se posent là aussi, des conditions, du pourquoi, du comment. Des conditions, justement, le gouvernement malien a libéré 200 prisonniers, dont certains djihadistes, on ne connaît pas encore le nombre, pour permettre à Sophie Petronin d'être libérée. C'est acceptable comme accord ? Je pense que c'est pas à nous de le dire. Je pense que c'est pas à moi de le dire, du moins. Après, je peux tout à fait comprendre que les soldats de la force Barkhane, par exemple, qui sont là-bas et qui voient les choses se passer comme ça, aient des grands moments de solitude et de doute. Ça, on peut le comprendre. Après, ces groupes du djihad, j'ai écouté une émission sur France Inter absolument excellente où quelqu'un expliquait que c'était pas aussi simple que ça, que c'était pas vraiment des groupes du djihad tel qu'on l'entend ici, et que c'était aussi là-bas une façon de contester un certain nombre
difficultés sociales, économiques, etc. Bon, je vais pas rentrer dans cette problématique-là. Ce qui est sûr, c'est que ça pose je pense que ça pose plutôt la question de la position de la France sur ses troupes françaises au Mali. Est-ce que la France, vous y croyez au fait que la France n'ait pas participé aux négociations? C'est ce qu'a dit Jean Castex hier. La France a pourtant une présence militaire importante là-bas. Est-ce que vous y croyez? Je pense qu'elle n'en était pas l'initiative, ça c'est sûr. Qu'elle n'y ait pas participé, ça me paraît surréaliste. Ça me paraît très surréaliste. Mais voilà, là, c'est deux sujets sur des questions de politique étrangère qui sont quand même vraiment délicates. Mais et pour elle lesquelles n'avait pas son mot à dire si 200 prisonniers, dont certains djihadistes, qui pourraient plus tard attaquer dans des pays européens, notamment la France, elle n'avait pas son mot à dire sur ce sujet? Sur ce sujet-là. C'est toujours le problème de l'ingérence. Hein. Elle a peut-être son mot à dire, sauf que si elle le dit, de toute façon, on reprochera probablement qu'elle l'ait fait. Et encore une fois, je ne pense pas du tout que la France ait participé à ce comptage, c'est-à-dire de dire on vous en donne 2 et vous nous en prenez 200, etc. Je ne pense pas que ça soit passé comme ça. Si elle l'avait su, est-ce qu'elle aurait dû s'imposer dire non, refuser cette libération de Sophie Petronin? C'est vraiment des questions difficiles parce qu'on peut imaginer aussi cette otage française, voilà, la pression qu'il doit y avoir sur le gouvernement français pour la faire libérer. Donc là, franchement, je préfère, je fais un peu joquer, quoi, parce que je ne sais pas. Parce que voilà, je suis pas à leur place, donc. Alors, Sophie Petronin, elle est revenue en France ce week-end. Elle a été accueillie par Emmanuel Macron. Elle a refusé de parler de djihadistes concernant le groupe qui la retenait en otage, les qualifiant d'opposants politiques, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez la colère des élus Rassemblement National? Je comprends que des citoyens, que des personnes de n'importe quel parti soient agacés de ce qui, comme ça, vu d'ici et rapidement, paraît comme... Ils expliquent que c'est une insulte pour les militaires français qui sont déployés sur le terrain, les humanitaires français qui se sont fait tuer il y a quelques mois. Vous le percevez comme ça ou non? Je pense que c'est un coup dur. J'aime pas les mots trop forts, c'est-à-dire insulte, je vois pas bien ce que ça veut dire. C'est un coup dur probablement pour les gens qui sont là-bas et qui se battent là-bas, oui. Est-ce qu'on devra interdire à Sophie Petronin de repartir là-bas? Elle a exprimé, elle a dit qu'elle voudrait repartir là-bas. Est-ce qu'on devra lui interdire? Moi, je suis pas pour les interdictions, encore une fois. Je pense que les gens sont grands, sont adultes et responsables. Apparemment pas tout le temps, mais enfin, je pense que ça servirait à rien, encore une fois. Je suis pas pour les interdictions. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités jusqu'au bout, quoi. Merci Michel Victorine. Merci au Grévin. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est presque terminé. Il nous reste quelques minutes avec vous, Michel Victory, pour faire l'agenda politique de la semaine. Jeudi, le 15 octobre, c'est la date butoir que s'est fixé le Premier ministre britannique Boris Johnson pour trouver un accord sur le Brexit, date à laquelle a lieu un sommet européen. Après des mois de négociations, les deux parties ne trouvent toujours pas de compromis. Au cœur du problème, la pêche et l'accès aux eaux britanniques, mais aussi l'apparition d'une concurrence déloyale avec les membres de l'Union européenne. L'UE se laisse, elle, jusqu'à fin octobre pour trouver un accord. Michel Victory, est-ce que vous pensez qu'un accord est encore possible entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? C'est plein de questions pièges, votre émission. On a du mal à y croire, parce que depuis le début, c'est vrai que Boris Johnson joue un jeu, enfin a dit d'ailleurs assez clairement qu'il se fichait carrément qu'il y a un accord ou qu'il n'y en ait pas. Donc on voit mal comment, avec tout ce que Michel Barnier a pu mettre et la commission, enfin le travail de patience, de proposition qui est fait effectivement depuis des mois et des mois, on a du mal à se dire que ça va aboutir maintenant, quoi. Est-ce que l'Union européenne peut se passer d'un accord avec le Royaume-Uni, alors que Boris Johnson, justement, lui dit que le Royaume-Uni pourra se passer d'accord avec l'Union européenne? Oui, ça complexifiera encore les choses sur la pêche, par exemple, sur le commerce, sur les importations, sur les exportations, sur l'économie. Ça va faire peser des difficultés dont on n'avait pas besoin. Mais très clairement, oui, on peut. C'est un échec énorme. C'est un échec énorme pour l'Europe dans sa globalité. Mais je crois que
que, encore une fois, c'est peut-être pas l'Europe toute seule qui est en cause face à quelqu'un qui a décidé que de toute façon, il regardait pas les conséquences de ce geste, hein, parce que l'économie britannique va très mal quand même. Hein. L'économie britannique va très mal depuis ce Brexit, et on n'a pas l'impression que les gouvernants, que Johnson en soit vraiment conscient. Je ne sais pas. Alors, Michel Victory, on a une question simplement que nous avons sélectionnée sur Twitter. C'est une question de Jean-Louis Serre, et il vous demande quelle est votre analyse sur la crise que traverse la culture. Est-ce que c'est fatal, par exemple, pour le spectacle vivant, les conservatoires, les théâtres ? Rapidement, Michel Victory. Je refuse à penser que c'est fatal. Il nous faut de la culture. Jean-Louis Serre est un chanteur, et il faut qu'il y ait des gens qui continuent à chanter. De toute façon, le gouvernement en a conscience, puisqu'il y a des mesures qui sont déjà proposées, mais je suis persuadée qu'on trouvera des solutions. On ne peut pas vivre sans la culture, et ces personnes-là sont absolument hyper importantes pour la société. On trouvera d'autres moyens, on trouvera des moyens, j'en suis persuadée. Merci Michel Victory. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Michel Victory, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député socialiste de la 2e circonscription d'Ardèche. Demain, en direct de 20h à 21h, retrouvez votre émission de divertissement Storytelling avec Bastien Cochet et toute la bande de Storytelling. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité politique, toujours en direct de 20h à 21h. N'hésitez pas, abonnez-vous à Fréquence ESJ sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs sur Spotify, Deezer pour avoir tous les podcasts de Fréquence ESJ. Et pour ça, vous avez simplement à taper Fréquence ESJ un peu partout. Vous aurez notamment accès à l'actualité et à toutes les coulisses de Fréquence ESJ. Et puis rendez-vous sur notre site internet également, notre site d'actualité, où vous pourrez retrouver notamment cette interview avec Michel Victory et toutes celles de 20h l'invité. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.